Bonjour, alors je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour rebondir sur un message qui nous a été envoyé par un des lecteurs d'Objectif Éco que je trouve très intéressant parce qu'il illustre bien les interrogations et les problèmes que vous pouvez vous poser au sujet des turbulences et de la crise économique qui s'annonce dans les années qui viennent sur les principales économies développées. Alors l'idée principale de ce message, qui porte sur la formation que j'ai récemment réalisée sur le thème du pétrole et de l'or, donc vous pouvez lire ici l'intégralité du message auquel Charles de Ripper a commencé à répondre sur Objectif Éco dans un édito qu'il a fait. Donc l'idée est de dire que comme je propose dans la formation pas mal de valeurs qui sont cotées en Europe, ça ne fournira pas une protection correcte en cas d'effondrement de l'euro et du coup, ça n'est pas une stratégie suffisante pour se protéger face à la crise qui arrive. Alors ce message, il soulève beaucoup de débats en réalité, il est vraiment intéressant. Je vais commencer par répondre au point le plus immédiat qui ressort, qui est le choix de l'Europe. Donc j'assume totalement effectivement ce choix dans la formation, au moins pour ce qui est des valeurs pétrolières. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de valeurs pétrolières que je propose qui sont cotées en zone euro, quelques-unes en France, mais la plupart se trouvent cotées sur la place de Londres et quelques-unes en Russie. Et pour les valeurs russes, ce sont des grosses valeurs qui sont cotées sur plusieurs places, USA, Russie bien sûr, mais USA et Allemagne également en place de cotation secondaire. Alors le choix de la zone euro, il est très simple, il est motivé par une question de valorisation en fait. Vous avez ici le résumé proposé par Uncle Stock sur un leader, une major pétrolière américaine, Chevron. On a ici un PER de l'ordre de 16 fois. On va regarder ça ici. Vous voyez, price sur EPS, 16,77. Un rendement sur dividende d'environ 4%. Un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA aux alentours de 7 fois, donc 6,68. Bon, c'est des ratios qui n'ont rien d'extrêmement cher, mais ils ne sont pas non plus très bon marché. Et lorsque j'achète du Chevron, avec 12 milliards de barils actuellement en terre, en réserve, et une capitalisation de 220 milliards de dollars, je vais payer mon baril de pétrole en terre à 18 dollars. Si je fais le même achat aujourd'hui sur Total Gabon, par exemple, je vais payer mon baril de pétrole en terre à 5 dollars. Et il y a plusieurs valeurs que je propose dans la formation, cotées à Londres ou ailleurs, où le ratio va tomber en dessous de 3 dollars ou 4 dollars, donc ce sera extrêmement bas. Même sur les grosses majors pétrolières européennes, ce ratio est significativement moins cher que sur les valeurs américaines. Il en va de même pour les rendements sur dividendes qui sont meilleurs, pour les ratios cours-bénéfices. Donc dans leur ensemble, les valeurs qui sont cotées en Europe, que ce soit en France, à Londres et encore plus en Russie, sont beaucoup moins chères aujourd'hui que leurs homologues américaines. Rien que ça, ça leur donne un caractère défensif particulièrement intéressant en contexte de crise. Il faut bien comprendre que si on entre dans une récession, vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain avec une annonce dans les journaux, l'euro a éclaté, c'est fini. Ça, c'est évidemment hors de question. On aura avant cela une situation de crise économique qui va durer plusieurs années, pendant laquelle on commencera à avoir des tensions croissantes entre pays de la zone euro et à la fin, peut-être un éclatement de cette zone euro. Mais pendant cette première phase de récession classique, de tension croissante, on peut avoir à ce moment-là un contexte de baisse des cours du pétrole, un petit peu comme en 2008. Et les valeurs qui sont chères au départ, notamment les valeurs américaines, seront dans ce cas beaucoup plus attaquées que les valeurs qui sont situées en zone euro, où par exemple sur Total Gabon, on a un rendement sur dividende qui est déjà de l'ordre de 8%, qui risque d'augmenter dans les années à venir, et qui fournit un énorme parachute à la baisse, sachant qu'en plus la valeur est décotée outrageusement sur tous les plans, et qu'il y en a plusieurs dans cette situation en Europe.
Deuxième point de débat, est-ce que le fait qu'une monnaie s'effondre va provoquer l'effondrement des actions de la bourse d'un pays? Alors là, on a une réponse intéressante qui vient d'être donnée par l'Argentine il y a quelques mois de cela. Vous avez ici le cours d'un tracker de valeur argentine, j'insiste sur ce point, qui est coté aux États-Unis, donc valorisation en dollars américains. L'Argentine, donc là on a le graphique, l'Argentine a commencé à avoir de sérieux problèmes de tension sur sa monnaie après l'élection du nouveau leader péroniste. Donc Macri, le leader précédent, a perdu. Le marché n'a absolument pas aimé évidemment ce résultat d'élection. Tout de suite la bourse s'est effondrée au lendemain du résultat d'élection. Mais ensuite, vous voyez on a eu des tensions croissantes sur la monnaie qui ont abouti en décembre ici à l'annonce du défaut de paiement de l'Argentine sur sa dette, donc grosse dévaluation monétaire, très grosse tourmente sur la monnaie argentine, et le cours du tracker en dollars, rien qu'au mois de décembre, il est passé de 20 à 23,5, il a monté de plus de 15%. Pendant le même temps. Donc ça c'est pour vous montrer un exemple qui est assez parlant. On peut parfaitement avoir une monnaie papier qui s'effondre sans que la bourse et les valeurs qui produisent des richesses réelles, qui ne sont pas des monnaies papier, s'effondrent en même temps. C'est un scénario que j'envisage tout à fait en seconde partie de crise, c'est-à-dire la partie d'évaluation monétaire, partie hyperinflationniste, qui suivrait la phase de récession pendant laquelle effectivement les marchés seraient exposés à la baisse. Pour le cas spécifique des valeurs pétrolières, on a un avantage supplémentaire qui est le fait que les valeurs vendent leurs produits en dollars américains et ne sont donc absolument pas influencées au niveau de leurs recettes par la disparition d'une monnaie, que ce soit l'euro ou quoi que ce soit d'autre. Elles continueront à vendre en dollars et de toute façon, le monde aura toujours un besoin énorme en pétrole. Enfin, en tout cas, au moins pour les décennies qui viennent. Je dirais qu'à la limite, si l'euro venait à s'effondrer, ça pourrait même être un avantage pour les valeurs européennes, puisqu'elles peuvent avoir par exemple une partie de leur dette libellée en euros. Dans ces cas, elles remboursent leur dette en monnaie de singe tout en continuant à toucher des recettes dans des monnaies qui se comportent mieux. C'est pas mal. Elles peuvent avoir aussi une partie de leurs dépenses courantes qui se fassent en euros, quelques achats de services, de matériel, achetés à des sociétés européennes par exemple. Là aussi, c'est un avantage. Donc, en soi, le fait que l'euro implose ne poserait pas de problème spécifique aux valeurs pétrolières et ne donnerait pas un désavantage aux valeurs cotées en Europe par rapport aux valeurs cotées ailleurs. Maintenant, je vais revenir au troisième point du débat, qui est le point le plus intéressant, qui est de parler de l'effondrement de la zone euro. Alors là, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la part de certains investisseurs du problème. La crise à venir n'est pas une crise spécifique à la zone euro. On ne va pas avoir la zone euro qui s'effondre et un joli refuge qui va se créer miraculeusement sur le dollar américain qui protégera tout le monde de la crise qui arrive. Si on regarde les fondamentaux de l'Europe et des États-Unis d'ailleurs, vous allez voir qu'ils ne sont pas spécialement en ce moment à l'avantage des États-Unis. On va commencer par la balance des paiements. Vous voyez ici, la balance des paiements courants est très corrélée au commerce, donc au déficit ou à l'excédent commercial. Sur la zone euro, on accumule des excédents depuis 2012, 1,4, 2,3, 2,5. On est à 3% du PIB d'excédent en ce moment. C'est quand même un niveau très significatif. Aux États-Unis, au contraire, on accumule de gros déficits depuis 1995. Dans tout cas de figure normal, une monnaie de pays qui accumule de tels déficits aurait été massacrée sur les marchés. Ça ne se produit pas aux États-Unis pour l'instant pour une seule raison, c'est que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. On va voir que c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer éternellement, loin de là. Mais en tout cas, là, avantage clair à la zone euro. Pour ce qui est de la dette, la dette de la zone euro n'est pas brillante, 87,9% du PIB, mais au moins elle est stabilisée depuis 2010, ici on le voit.
Aux États-Unis, on est à un niveau plus mauvais, 106,1% du PIB, et surtout, la situation se dégrade plus sensiblement qu'en Europe. Pour ce qui est des déficits budgétaires, vous voyez le déficit budgétaire de la zone euro ici, qui s'est pas mal amélioré depuis 2010. On était à un déficit de 6%, on est à moins 0,5% de déficit actuellement. Bon, évidemment, il y a des mauvais élèves, hein. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Europe du Sud, mais en face de ça, il y a suffisamment de bons élèves en zone euro en ce moment pour compenser les bêtises de certains. Et alors qu'aux États-Unis, les déficits continuent à se creuser, hein. Depuis quelques années, on est à moins 3,8% du PIB. Le budget de l'année à venir va être encore plus bas, hein, très certainement, on sera à 4% ou pire. Donc là aussi, la situation des États-Unis à ce niveau est moins bonne. Alors il y a des problèmes spécifiques à la zone euro, hein, c'est tout à fait vrai. On a des tensions, le problème principal étant les déséquilibres des échanges entre Europe du Nord et Europe du Sud, hein, les balances Target 2. Ça peut générer des tensions entre pays d'Europe du Nord et Europe du Sud, avec des écarts de compétitivité qui se creusent. Dans un contexte de très grande crise, ça peut effectivement aller jusqu'à une implosion de l'euro, c'est pas exclu. Mais dans ces cas, n'allez pas croire que le dollar va constituer un refuge quelconque. Il faut bien voir que la crise qui arrive, ça sera, si elle se produit, une crise de confiance dans le système monétaire et financier globalement, c'est-à-dire une crise de confiance dans les capacités d'action des banques centrales globalement, puisque le thème de la bulle depuis 2009, ce qui a motivé le grand marché haussier enregistré depuis 2009, c'est la confiance des marchés dans les capacités d'intervention illimitée, entre guillemets, des banques centrales. Le jour où cette confiance disparaît, ça sera l'ensemble des monnaies des principaux pays développés qui sera attaqué et pas plus l'euro que le dollar ou quoi que ce soit d'autre. Alors j'ai effectivement recommandé d'avoir du cash en dollars, mais uniquement dans un contexte bien précis, qui est le contexte de ce que j'appelle la phase déflationniste de début de crise. Contexte pendant lequel les monnaies papier ne sont pas encore attaquées et les opérateurs gardent encore une confiance suffisante dans les capacités des banques centrales. Il est tout à fait vrai que dans cette première phase de crise, qui serait comparable à 2008, le dollar sera favorisé mécaniquement par rapport aux autres devises, notamment à l'euro, pour une seule raison, certainement pas parce qu'il est plus solide que l'euro ou qu'il est plus solide que d'autres monnaies, mais parce que c'est la monnaie de réserve mondiale qui est la monnaie de règlement des dettes. Donc en cas de trouble économique, ce qui se passe, les opérateurs cherchent à rembourser leurs dettes. Donc ils vont vendre des actifs dans des tas de pays qui sont libellés dans d'autres devises pour obtenir des dollars. Et ça, mécaniquement, ça fait progresser le dollar. Alors dans cette situation, effectivement, les toutes premières années de crise, le cash en dollars peut être un bon choix. Au-delà, dès que les opérateurs vont commencer à perdre confiance vraiment dans les capacités d'action des banques centrales, là, ça ne sera absolument plus vrai. Et c'est un des objets de la formation que je propose, puisque cette formation est aussi adaptée à des investissements dans un contexte économique normal, trouver de bonnes valeurs pétrolières, trouver de bonnes mines d'or pour un achat positif, mais elle va aussi évidemment servir à se protéger contre une crise monétaire et financière. Et dès qu'on bascule dans la situation de perte de confiance après la première étape déflationniste, alors à ce moment-là, les seuls refuges valables qui existent, ça n'est plus les monnaies papier quelles qu'elles soient, mais ce sont les actifs tangibles. Et au niveau actif tangible, l'or et le pétrole sont les deux actifs les meilleurs du monde qui puissent exister. Donc pour moi, le vrai défi qui vous attend dans la crise qui arrive, ça ne va pas être de trouver une banque solide ou une monnaie refuge solide. Ça, il n'y en aura pas. Ça vous servira à rien d'avoir une banque solide si le cash que vous mettez dedans perd toute sa valeur. Donc le vrai défi, ça sera d'avoir le bon timing, d'arriver à switcher au bon moment entre la stratégie déflationniste cash et la stratégie actif tangible, or et pétrole.
en sachant que ce switch, vous aurez quand même intérêt à le faire un petit peu en avance, à le faire un petit peu trop tôt, plutôt que trop tard, parce qu'une fois qu'on est engagé dans un contexte de dévaluation monétaire, les choses dérapent extrêmement vite. Donc, vaut mieux avoir une petite erreur dans le timing, faire un petit peu trop tôt, perdre un peu d'argent au début, plutôt que le faire trop tard et tout perdre. Donc le timing de ce switch, c'est la clé d'une protection réussie dans la crise qui arrive, c'est la clé de la réussite, même plus qu'une protection, c'est la clé pour gagner beaucoup d'argent dans la crise qui arrive. Et dans la formation or et pétrole, je propose les indicateurs nécessaires qui vous permettront de réaliser ce switch à peu près avec le bon timing. Je ne prétends pas que vous arriverez avec ces indicateurs à faire le switch au jour près ou au mois près, mais en tout cas, vous aurez quand même de quoi trouver un timing suffisamment précis pour être à peu près tranquille dans les turbulences qui arrivent et qui nous attendent. Et bien entendu, dans le cadre de ce switch, le thème de la place de cotation n'a absolument aucune importance à mes yeux. Tout ce qui compte, c'est qu'on achète des valeurs qui produisent du pétrole ou qui produisent de l'or, ou qu'on achète de l'or physique. Après, bien sûr, lorsqu'on a de l'or physique à stocker, ça peut être intéressant de le stocker en dehors de la zone euro, au cas où des gouvernements se mettent à prendre des décisions absurdes. Et dans ces cas, là aussi, dans la formation, je propose des solutions dans ce cadre pour expatrier de l'or du physique en dehors de la zone euro lorsqu'on en aura besoin. Un mot pour finir maintenant sur le statut de monnaie de réserve mondiale. Donc vous voyez ici qu'au cours des derniers siècles, il y a différentes monnaies se sont succédées en tant que monnaie de réserve mondiale. Le dollar étant la dernière en date, mais son statut ne durera certainement pas éternellement. On a des échanges bilatéraux qui se développent de plus en plus, déjà notamment sur la zone Asie, entre différents pays qui ne se font plus en dollars. Plus les États-Unis vont chercher à abuser de leur statut de monnaie de réserve en conduisant des déficits complètement délirants, en imposant des sanctions à certains pays, donc en interdisant la liberté de commercer à certains pays. Par exemple, la France n'a pas le droit de commercer avec l'Iran parce que les États-Unis en ont décidé ainsi. Si la France fait des échanges avec l'Iran ou des banques françaises décident d'aller dans des pays non autorisés par les États-Unis, à ce moment-là, les États-Unis interdisent à la banque d'utiliser des dollars. Évidemment, ça n'est pas possible. Donc, plus les États-Unis vont chercher comme ça à abuser de leur statut, plus les autres pays auront envie de se libérer de ce carcan à terme et vont chercher à développer des alternatives au dollar. La prochaine grande crise financière et monétaire pourra être l'occasion, à mon avis, du début de la perte de statut de monnaie de réserve du dollar. Ça ne se fera pas là aussi du jour au lendemain, ça prendra du temps, mais je pense vraiment que la prochaine crise pourra lancer sérieusement le mouvement en sachant qu'on a quand même des zones que les grosses sources de production de richesse de PIB maintenant se décalent vers l'Asie. Ça serait logique qu'à terme on ait une monnaie de réserve qui apparaisse dans ce secteur. Voilà pour ces quelques analyses que je souhaitais partager avec vous sur la crise qui nous attend et les turbulences associées.